Sébastien, merci de nous recevoir. Tu vas nous présenter aujourd'hui du pain à partie. Donc on va avoir la chance d'avoir tous tes secrets pour faire cette pièce qui est présente devant vous. Aujourd'hui, donc, on va réaliser un bébé avec farine de seigle pavot. Et vous verrez, je vais vous donner toutes les techniques pour réaliser ce personnage. Donc tu vas pétrir ta recette, tu peux nous la présenter, les ingrédients que tu utilises? Avec plaisir. Donc dans la bassine, nous avons 2,1 kg de farine tradition, 900 g de seigle, 60 g de levure, 60 g de sel et 240 g de beurre. On peut remplacer le beurre par de la margarine, ça n'a pas d'incidence sur le résultat. Et j'ai également 1600 g d'eau, j'ai pesé 1600 g d'eau. Sur le livre, il est marqué 1700 g, mais faites attention, c'est comme pour le pain, l'hydratation, il faut toujours s'en méfier. Donc il faut obtenir une pâte bâtarde au final. D'accord. Tu as une température de base ou pas du tout? Non, pas du tout, je prends de l'eau froide du robinet, 4 degrés. Pourquoi? Parce que par la suite, vous allez voir, dès qu'on a fini de pétrir, on va étaler la pâte et on va tout de suite la bloquer au froid, positif ou négatif, mais il faut vraiment la stopper au froid pour la faire prendre afin de faciliter le détaillage du gabin. Donc je vais intégrer mes différentes matières premières avec le liquide. Je vais garder un petit peu d'eau pour l'hydratation. 5 minutes en première vitesse et à peu près 2 à 3 minutes en deuxième généralement. Tout va dépendre aussi du pétrin. Ce que je veux obtenir, c'est une pâte lisse et avec un réseau qui est structuré. Il y a un point d'attention à voir, c'est qu'on peut parfois avoir l'idée ou l'impression que la pâte est trop ferme, mais il faut faire attention de bien attendre que la margarine ou le beurre soient bien mélangés. Parce qu'une fois que la margarine ou le beurre sont bien mélangés, la pâte se détend. Donc là, on est à 5 minutes en première, 2 minutes en deuxième vitesse. Je vais regarder si j'ai obtenu mon réseau, mais visuellement, à l'œil, pour moi, non. Voilà, on voit que la structure est fragile. Donc je vais remettre 1 à 2 minutes en deuxième vitesse. Donc là, Christian, après notre pétrissage, 3 minutes en deuxième vitesse, là, j'ai dû aller. Donc là, je vois que j'ai mon réseau qui est bien structuré, qui s'étire bien. Donc là, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire m'épeser. Christian, donc j'ai pesé mes 3 morceaux de pâte. Pour la première abaisse, 2 kg de pâte. La deuxième, 1200 g, 1,2 kg. Et la troisième abaisse, la plus fine, 250 g. Ce qui va être important là, c'est que je n'ai pas laissé de pointage. Je viens de peser mes éléments, j'ai sorti du pétrin. Je pèse mes éléments et tout de suite derrière, je viens enrouler mon morceau de pâte pour obtenir une surface lisse. Voilà. On sent que la pâte est assez texture bâtarde, hein, ni trop ferme ni trop souple. Il faut que ça se tienne bien. Donc là, j'ai mes 2 kg de pâte. Je fais la même chose avec mon pâton de 1,2 kg. Et le 250 g, la même chose. Ensuite, je vais tout de suite abaisser mes pâtes au laminoir. Je vais déposer ça sur une plaque avec une feuille sulfurisée. Et après, on mettra au froid, négatif ou positif. Et là, celui-là, tu ne le boules pas parce que tu prends les chutes, c'est ça? Exactement. Donc, celui-ci fait 1,4 kg environ. Donc, j'aurai des chutes après mes découpes que je vais intégrer pour faire mon socle. Et puis, bien sûr, 1 à 2 cales de maintien pour faire tenir la pièce. Là, j'ai quasiment la longueur. Donc, avant que ça soit trop large, je vais tout de suite passer un petit peu en largeur. Voilà, avant d'aller plus loin au niveau de l'affinement, je vérifie vraiment que j'ai la longueur, la largeur. Là, je vais m'arrêter entre 5 et 6 mm pour la première abaisse. Là, je dégrossis mes excédents qui vont passer dans le reste. Maintenant que c'est détaillé, je bloque au froid, positif, négatif. Ouais, peu importe. Si c'est négatif, faites attention de ne pas trop laisser longtemps. Parce que congeler pour découper, ça reste plus. Ah, c'est trop dur, c'est difficile. Puis après, il faut attendre que ça revienne. La baisse est restée une dizaine de minutes au froid. On voit qu'elle n'est pas dure, hein, elle reste souple, mais ferme à la fois. Hein.
Donc là, c'est l'idéal pour détailler correctement. Donc là, je prends mon couteau. Alors on peut très bien le faire avec un scalpel. C'est vrai que les épaisseurs assez grosses qui dépassent 3-4 mm, je préfère les faire au couteau. La lame est plus adaptée. Donc là, j'ai posé mon gabarit et je vais venir détailler. Voilà. Alors je préfère faire, parce que la pâte le permet, c'est des grands traits comme ceci, plutôt que de faire comme ça, où là, un grand trait, ça va détailler. Un petit trait, vous voyez, ça détaille pas bien. Ça cisaille. Voilà, l'idéal c'est de, voilà, avec votre couteau, vous venez avec des grands traits sur des grandes surfaces et ça découpe net et précis. C'est pour ça que c'est important de faire refroidir votre pâte. Comme ça, le froid permet de détailler simplement et que ça soit net surtout. Voilà, donc là, je fais tout le gabarit. Alors, comme je l'ai précisé au départ, toutes les chutes vont permettre de réaliser les cales de maintien et le socle. Donc c'est vrai que la pâte avec le seigle qu'on y ajoute dedans, plus la matière grasse, et ben, une fois qu'elle est pétrie, refroidie, elle ne bouge plus. Donc c'est vrai que c'est vraiment une pâte adaptée pour ce travail spécifique de pain parti. En fait, c'est un pain de campagne dans cette pâte. On va ajouter juste un petit peu de matière grasse. Ouais. Là-bas, c'est vraiment un pain de campagne. Et là, tu le mets en après? Je le remets au froid, le temps de détailler le reste, et après on viendra faire les superpositions, c'est-à-dire faire adhérer vos abaisses de pâte pour faire ressortir le motif. Donc là, on passe sur la deuxième abaisse. Donc on va retirer certains éléments par rapport à cette première abaisse. On a le pied qui était en fond, qui va être retiré pour faire ressortir, pour avoir une vision de un petit peu une surépaisseur qui va donner une profondeur. Exactement. Voilà. Donc la même chose, je viens détailler mon gabarit. Le plus long, j'ai envie de dire, pour le pain parti, c'est la préparation des gabarits. Voilà, donc la deuxième abaisse est réalisée. Les chutes vont, pareil, vont aider pour le socle et les cales. Voilà, et ça on met au frigo. Ici on arrive à la troisième étape, la troisième abaisse du bébé qu'on va réaliser. Donc ça c'est ce qu'on va faire ressortir en pavot sur le bonnet. C'est le petit élément. Donc celui-ci est abaissé à 3 mm. On a abaissé les abaisses de chute de pâte à 6 mm d'épaisseur. J'ai mon gabarit qui est ici. Donc le gabarit, ce qui va être important, ça c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est qu'on a un angle droit et on a un angle qui est un petit peu plus penché. C'est vraiment important, c'est parce que le sujet qu'on va réaliser, il va devoir tenir debout. Si mon gabarit il est trop droit, mon sujet va partir en avant. En amont, je viens passer un petit coup de pic vite pour éviter que ces cales, comme on ne les sclarifie pas, qu'elles gondolent un petit peu dans tous les sens ou qu'elles éclatent avec la fermentation. Je viens déposer mon gabarit ici. Un après de combien de temps et à quelle température? Ça va dépendre de la température du local. Donc si vous avez un local tempéré normalement, à peu près 1h30 à 2h d'attente. On passe à la baisse du socle. Je retire l'excédent. Pour la troisième abaisse, donc, que je vais faire ressortir en pavot, je vais venir humidifier la surface sans excès, juste
juste ce qu'il faut. Venir tremper dans le pavot. Je retire l'excédent. Ce qui est très important, c'est que la première abaisse est toujours plus épaisse. D'accord? Plus on va monter, plus on va finir. Donc, la deuxième, on voit qu'elle est un petit peu plus fine. Et la troisième également. À cause de la fermentation. Là, on va passer à l'assemblage. Je vais prendre donc la deuxième abaisse. Je vais venir déposer à l'emplacement prévu. Donc c'est là qu'on voit que c'est une pâte qui est bien adaptée, qui ne travaille pas, qui ne bouge pas. Donc là j'ai ma première abaisse, j'ai ma deuxième. Et là je vais venir déposer ma troisième abaisse. J'ai pas besoin d'humidifier là sur des grandes surfaces comme ça parce que j'ai de l'humidité qui est créée avec le froid, plus l'humidité de la pâte. Donc ça va, avec la pousse, ça va adhérer tout seul, ça ne bougera pas. Ouais. Là, tu piques pas, rien du tout, ça reste comme ça. Voilà. Ça reste comme ça. Donc là, avant de laisser faire l'après, tout de suite, il faut fariner, scarifier pour faire ressortir les détails qu'on a envie de faire ressortir. On pourrait très bien laisser le pompon, mettre un petit coup de lave dedans, ou alors ajouter du pavot comme je vais faire. Comme j'ai pas de gabarit de près, je vais prendre un petit morceau de pâte que je vais déposer sur le pavot. Et puis comme ça, je vais pouvoir fariner sans en mettre Sans dessus. mettre de farine sur ton pavot. Voilà, donc avant de fariner, je viens déposer mon gabarit. Et comme ça, là, je suis prêt à pouvoir fariner. Donc j'ai ma petite passette pour fariner. Alors, on peut très bien prendre un grand tamis, mais c'est vrai qu'avec une petite passette, vous allez être plus précis pour que ça tombe là où vous avez envie que ça tombe. Assez fine pour pas que ça sorte grossièrement. Là, je suis sur une seigle 85 avec une farine de blé 55-65, ça va. Une meule aussi, seigle 130, 170, ça va. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on va avoir les matières minérales qui, à un moment donné, à force de fariner, vont nous boucher l'accès. Donc de temps en temps, bien retirer les matières minérales pour qu'on ait quelque chose de fort. Donc là, la démonstration, c'est vraiment pour obtenir les différentes façons qu'on peut obtenir de farinage. Ce qui est bien, enfin ce qui est trop peu, bien et de trop. D'accord? C'est vraiment pour visuellement avoir le contexte. Donc là, on va dire que je vais fariner la surface, mais trop peu. Donc là, avec la lumière, je vois que j'ai plein d'imperfections. D'accord? Là, je vais faire une surface nette, propre. Ça va faire un petit peu velours, pour être précis. Voilà. Et si j'en mets trop, là on va avoir une surépaisseur. Et quand on va scarifier, la farine va retomber dans le coup de lame. Et on n'aura pas quelque chose de net au final. Là, idem, on va avoir plein de petites taches sur le sujet parce qu'il y a trop peu de farine. Ce qui est bien d'avoir, c'est ça pour avoir quelque chose d'uniforme et de vraiment côté velours, un peu neige. Ça se voit qu'ici on va fariner le sujet. Je vais y aller tranquillement. Donc ce qui est important, enfin pour moi, je le ressens mieux comme ça, mon farinage. C'est-à-dire que c'est le tamis qui vient taper sur ma main. Ma main là, ma main gauche, elle ne bouge pas. Et après, c'est moi qui donne la vitesse que j'ai envie. Faut pas aller trop vite non plus pour pas que ça tombe trop vite. Voilà. Je fais un premier, deuxième passage et après, je regarde si c'est correct pour moi en tout cas. Là, ça me paraît bien. Faites attention des fois avec la lumière du jour ou si on est dans des pièces un peu sombres, ça peut être trompeur. Donc, ne pas hésiter à regarder avec différents angles pour voir si c'est OK. Donc le chapeau est fait et après je vais venir sur le corps. Et sans humidifier. Sans humidifier. Voilà, donc comme j'expliquais tout à l'heure,
à force de fariner, on a la farine qui s'écoule et on va avoir les enveloppes, matières minérales qui vont se retrouver et qui vont nous boucher le tamis. Ouais. Donc ne pas hésiter à retirer et à reprendre de la farine. Donc là on voit, hein, j'ai des imperfections ici. On le voit vraiment. Donc je vais repasser une seconde fois dessus pour combler ces imperfections. Donc c'est toujours le tamis qui vient taper sur ma main. Comme ça je ressens, parce que si j'y vais comme ça, j'aurai pas la même sensation à chaque fois. Et je ne serai pas net et précis. Donc après tu vérifies, tu remets là où il en manquerait. Exactement. Bah là tu vois, Ouais. par exemple sur le dessus, là j'ai beaucoup de manque même. Donc là je repasse une deuxième fois. Et si c'est pas assez, je repasse une troisième. Faut pas hésiter. Les caches. Délicatement. Voilà. Un petit morceau de pâte. Voilà. Et là on a notre pavot qui apparaît. Lors du farinage, on avait mis le gabarit pour ne pas en mettre sur le pavot. On voit que ça a dépassé un petit peu. Il y a un petit peu de farine sur le pavot. Donc la petite technique, c'est je prends un petit pinceau, j'humidifie avec de l'eau, je viens absorber cet excédent de farine. Alors, ça marche pour des petites surfaces comme ça. Hein. C'est vrai que si vous en mettez partout sur le bonnet en pavot, on ne pourra pas tout retirer. Hein. Parce qu'après, ça laissera des traces. La scarification va être très technique parce que c'est ce qui va donner vie au sujet. Là, c'est le bébé. Donc, on va lui dessiner le visage, les bretelles, les mains avec le lamage. C'est parti. On prend la lame avec souplesse, on ne stresse pas, ça c'est important. Et je vais suivre mon dessin. Donc là, je vais commencer par l'oreille. Ça va me guider pour la suite. Voilà, je rejoins l'angle. Et là, je vais venir tracer le visage jusqu'à la main. Je vais faire un arrondi, revenir et ressortir. Donc ta lame est tenue bien droite. Hein. Ouais. Et je ne vais pas trop profond, ça sert à rien. Plus vous allez aller profond, plus ça risque de s'ouvrir avec la fermentation et la cuisson. Et après, on risque d'avoir des grosses délimitations et ça risque d'être moche. On va venir faire la main. Voilà. Toujours en arrondi, souplesse. Il faut essayer de ne pas s'arrêter en fait. C'est de bien visualiser le trait qu'on doit faire et d'y aller d'un coup. Plus on va titiller, plus ça risque d'abîmer le sujet. Donc c'est ressemblant à ton patron, à ton dessin, c'est ça. Et après tu fais directement sur le produit. Voilà. Après je peux lui faire un visage qui va être triste, souriant, là il dort, mais voilà, suivant la bouche qu'on va faire, suivant les yeux, et ben, on va donner un visage qui va être complètement différent. Je terminerai par les yeux parce que c'est vraiment ça qui va donner le petit coup de sympa au sujet. Donc là je vais continuer avec les bretelles qui sont ici sur le sujet. Donc je vais venir ici et rejoindre l'oreille. Voilà. Je vais faire la deuxième qui revient se terminer en dessous de l'oreille. Voilà. Je trace ma ligne droite et après je viens faire l'arrondi pour repartir vers le visage. Je viens tracer les petits traits. Pour donner le deuxième trait, pour voir où c'est qui va s'arrêter, avant je vais faire la cuisse. Un bel arrondi aussi. Voilà. Et comme ça je peux finir mon traçage. Je vais finir le bras. Voilà.
Donc là j'ai les bretelles, je vais finir derrière. Je finis la bretelle. Voilà. Ensuite, je vais mettre 3 petits coups de lame ici. Voilà. J'ai encore les pieds à faire. Et là on a le talon, donc là on est bon. Il nous reste les yeux et le nez. Donc c'est vraiment là qu'on va donner l'expression. Voilà, toujours avec souplesse. Et donc là, en après. En après, c'est ça exactement. Donc là, 1h30, 2h. Même chose pour le socle. Marinage façon velours. Question, chose très importante pour la pousse. Moi, je préfère laisser lever en après, en échelle à température ambiante, plutôt que de mettre dans une chambre de fermentation. Parce que avec l'humidité, je me suis déjà rendu compte, l'humidité de la chambre, parfois, ça vient pomper de la farine. Donc, sur certains endroits, on peut avoir des taches qui apparaissent après la pousse. Donc, tout de suite, on se retrouve avec un socle qui est pas net. À l'abri des courants d'air quand même. Tout à l'heure, on a détaillé les cales, par exemple, les sujets. C'était droit sur les côtés. Là, on s'aperçoit que ça rondine un petit peu et que ça a levé par rapport aux cales. Donc là, pour moi, c'est bon enfourné. Si on veut se rapprocher aussi des éléments qui ont été scarifiés, on s'aperçoit que les coups de lame s'écartent légèrement. Donc là, pour moi, c'est bon aussi également à enfourner. Donc on va enfourner à 230 degrés avec de la buée pendant environ, je dirais, une bonne trentaine de minutes pour les sujets et 30 minutes pour les cales de maintien. Et la buée, tu la mets avant de mettre au four pour pas que ça puisse pousser la farine, ou peu importe, tu mets et tu envoies la buée? Peu importe, j'enfourne déjà mes plaques et ensuite j'introduis la buée. Merci Christian. Voilà, on déclenche la buée. Alors Sébastien, on va fabriquer donc cette colle alimentaire. Donc là j'ai 200 g d'eau et 150 g de farine de seigle type 130. Je vais mélanger les deux et après je verrai si j'ai besoin de, comme pour le pain, de bassiner suivant l'hydratation de la farine de seigle. Et là ton eau est froide. L'eau est froide, ouais. Parce que certains utilisent de l'eau chaude pour faire un empesage. Exactement. Mais avec l'eau froide ça marche très bien. Donc on voit que ça commence à s'épaissir un peu. Plus on aura une colle ferme, plus elle séchera rapidement. Par contre, sur la durée, je trouve qu'elle se tient moins longtemps. Par contre, si on a une pâte souple, eh ben, ça met plus longtemps à sécher, mais c'est plus solide. Voilà, ben là je suis pas mal. Vous voyez. Donc là, je vais mettre en poche plastique. Question, nos éléments sont cuits. Donc on retrouve nos deux cales, le socle et le bébé. Donc le bébé avec les scarifications qu'on peut retrouver. Et le socle également. Chose importante, j'ai fait ressuer sur grille pour que ça refroidisse bien. Question, on arrive sur le montage. Donc je prends mon bébé, je le centre sur mon socle. Je fais attention de laisser assez de marge
pour pouvoir y coller mes cales. D'accord? Ici, ici. Donc là, je peux l'avancer encore un petit peu. Parce que j'ai encore un peu de marge. Et là, je peux venir mettre mes cales. J'en mets une là. Comme ça va bien maintenir mon élément. Je ne coupe pas tout de suite, je viendrai couper après. Pourquoi? Parce que là, je vais tracer pour enfoncer ma cale. Ce qui va m'apporter beaucoup plus de solidité pour pouvoir le transporter si j'ai besoin. Et là, bien entendu, tu fais très attention avec tes doigts de ne pas toucher le farinage. Ah ouais, ça c'est hyper important. Pas de traces de doigts. Il faut être très vigilant, ne pas mettre ses doigts ou un outil qui vient gratter dessus. Voilà. Faire très attention. Exact. Donc là, tu vois, j'ai tracé avec la cale. C'est simple. Mais là, idem. Ah oui, on voit bien la marque qui reste. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir détailler au couteau d'office la trace. Donc si on vous demande si c'est consommable, bien sûr que c'est consommable. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un pain de campagne avec de la matière grasse. Sauf qu'il y a un petit peu de farine, quoi. Donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur, mais en tout cas. Oui, c'est quelque Ça chose reste d'alimentaire, bon, ça reste- décoratif, qui peut être présenté sur une table et être mangé sans aucun problème. Ça serait quand même meilleur que de la pâte morte. Hein. Oui, je confirme. Ouais. Parce qu'on a quand même une mie, on a quelque chose d'aéré assez serré parce qu'on a une pâte assez bâtarde, mais on a quand même quelque chose de comestible et d'agréable. Voilà, donc là j'ai détaillé, je vais vérifier si c'est assez. Donc comme je l'ai présenté tout à l'heure, je fais attention que le côté incliné, l'angle incliné, vienne sur le devant. Côté bébé, ça va être le côté qui va être collé. Donc là je peux en remettre encore un petit peu, aller un petit peu plus loin. Et ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment de tracer sans faire trop large. Pourquoi? Parce que si c'est trop large, on va avoir du jeu et la cale ne va pas être fixée correctement. Il vaut mieux revenir plusieurs fois que d'avoir fait trop grand la première fois. C'est ça. Il vaut mieux que ça force quand je vais commencer à l'insérer, que ça soit trop facile à mettre. Parce que ça voudra dire qu'on a trop d'espace. Donc là, Sébastien, tu fais un montage à blanc Voilà. pour pouvoir tracer la hauteur à laquelle tu vas couper les équerres. C'est ça, je vais définir la hauteur que j'ai besoin et puis le reste, je vais le détailler pour l'évacuer. Attention aux traces de doigts, toujours. Hein. Ça, c'est important. Il faut bien le centrer. Voilà. On peut faire partir un petit peu en arrière. Sans rien col mettre. alimentaire, ça tient déjà. Donc ensuite, je vais venir tracer au maximum. L'astuce que je peux faire, hein, au lieu de tirer droit, je peux tirer en biais. Donc comme le pain est frais, hein, c'est vrai que ça se découpe bien. Ça a évacué. Et là, donc on n'a plus qu'à coller. On arrive à l'étape du collage avec la colle. Donc une fois que tout est bien préparé, mettre un petit peu de colle ici. Je vais en mettre également. Comme ça, on va mettre la cale directement. Voilà, merci. Oui. Ouais, qui a une texture, ça ne coule pas, c'est assez ferme pour se C'est tenir. ça, ouais. S'il te plaît. Voilà. Tac. Et là, je vais venir donc déposer mon bébé. Ce qui va être important, c'est de coller déjà la base. Je vais le centrer. Voilà. Ouais, coller le bas et après Voilà. venir l'appliquer. Et après, venir appliquer le dessus. Je vais retirer l'excédent que j'ai en bas. Là, tu viens passer ton doigt. Pour retirer Ouais, le beau l'excédent, collage. pour qu'on ait quelque chose de propre. Et ça, tu le repasses au four après ou tu laisses sécher? Non, je laisse sécher naturellement. Merci pour la présentation de ce sujet, de nous avoir dévoilé tes secrets, tes petites choses qui sont très importantes, le farinage, le coup de lame qui est léger, souple dans le poignet.
Merci beaucoup Sébastien, merci de cet échange. Eh ben, merci à vous, merci à toi et Rachel. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de partager, d'échanger, de transmettre. C'est important dans notre métier, donc voilà. Et ben c'est super pour les jeunes et les moins jeunes. Voilà, que tout le monde s'éclate à réaliser du pain parti.